Bonjour Caroline, Bonjour Isabelle, comment vas-tu? très bien. Et toi? Très très bien. Nous allons participer au protocole numéro 240 du département d'investigation de la team Griffasie. Ce protocole se compose de 2 parties, une partie avec des questions fixes afin que, puisque plusieurs pays participent, on puisse récupérer les informations qui reviennent le plus souvent au sein de ce protocole fixe. Ensuite, il y aura des questions libres qui me permettront d'approfondir les réponses que tu auras apportées dans les questions fixes. C'est bon pour toi? Oui, Tu me confirmes que tu ne connais pas le sujet de cette investigation? je te confirme ne pas connaître le sujet de cette investigation. Parfait. Quel décompte souhaites-tu? 5. 5? Ça Mhm. marche. Alors, c'est parti. Ça... 3... 1... Tu es prête? Oui. Pendant que je compte de 1 à 3, tu te connectes aux parasites intestinaux qui peuvent infecter le corps humain et à 3, tu analyses leur ADN éthérique. 1, 2, 3. Oui, je me suis connectée aux parasites intestinaux. Tu as analysé leur ADN éthérique? Oui, c'est un ADN hybride. Tu peux m'en dire plus? Oui. Je t'écoute. Il y a des séquences de reptiliens D'accord. qui sont fortement présentes dans ces parasites. Autre chose? Non. D'accord. Maintenant, compare l'ADN physique avec leur ADN éthérique et dis-moi ce que tu en perçois. C'est différent. Mhm. L'ADN physique ne laisse pas transparaître l'ADN éthérique, c'est comme s'il y avait un calque et le calque est en surbrillance. Les fréquences ne sont pas au même niveau. L'ADN physique, lorsqu'il est analysé, ne laisse pas transparaître l'ADN éthérique. D'accord. Autre chose? Non. Pendant que je compte de 1 à 3, regarde d'un point de vue ésotérique toutes les façons de contracter une parasitose intestinale. 1, 2, 3. Il y a des implantations de fréquences qui sont
en activation au niveau des intestins. C'est une possibilité au niveau des fréquences extérieures qui sont activées, de faire baisser les fréquences de l'intestin pour pouvoir accueillir ces parasites qui ne peuvent pas être présents dans l'organisme au-dessus d'un certain niveau de fréquence. Et ça va impacter également le système immunitaire, le système lymphatique. Ces conditions ont besoin d'être réunies dans ce cas bien précis. Il y a d'autres possibilités pour implanter une parasitose au niveau des intestins, c'est élever fortement le niveau de stress, inverser le système nerveux, baisser le taux d'oxygénation dans les globules rouges, afin de créer un terrain favorable également pour une parasitose intestinale. Et puis également, les fréquences du cerveau sont abaissées. Plus l'accueil sera favorable au niveau des intestins à des parasites, quel que soit leur type. Le plus important, c'est de rendre le terrain le plus acide possible en baissant les fréquences dans tout le système du corps humain. Autre chose? Non. Ok. Observe et décris les conditions que tu vois favorables à leur reproduction. Toujours sur mon 3. 1, 2, 3. Les meilleures conditions, c'est au moment de la pleine lune. La pleine lune influence les rythmes de reproduction. Les fréquences de la pleine lune sont idéales pour la reproduction, permettent de migrer, de voyager dans le corps humain pour se reproduire en différents tissus. Ce ne sont pas toujours dans les intestins que la reproduction est efficace et effective, mais dans différents tissus au niveau du corps humain. Ensuite, il y a migration au niveau des intestins. Autre chose? Non. Ok. Y a-t-il des maladies qui, selon toi, sont liées aux parasites intestinaux? Dis-moi ce que tu perçois. Différents types de maladies sont liés aux parasites intestinaux. Tu peux développer? Oui, particulièrement les maladies qui impactent le système digestif. Et certaines maladies où le système nerveux est touché. Dans ces cas-là, il n'y a pas que les parasites intestinaux, il y a d'autres types de parasites qui vont intervenir. C'est une co-création de parasites. Autre chose? Tu perçois autre chose? Non. D'accord. Lorsque les parasites meurent, ils libèrent des coxsackie-virus, qui sont des parasites du parasite. Observe les conséquences dans le corps humain de la présence de coxsackie-virus. C'est une forme d'étouffement, une forme d'empoisonnement. Ça crée des gonflements, ça crée des nausées, ça crée des céphalées, ça crée des problématiques respiratoires.
Le système lymphatique peut être très sollicité. La fonction rénale a beaucoup de difficultés à excréter tout ce qui apparaît au niveau des lymphatiques, au niveau du système sanguin. C'est le mot étouffement qui me vient, suivi du mot empoisonnement. Autre chose? Oui, ça peut être une des origines des gonflements soudains au niveau du corps physique de certaines personnes. Autre chose? Ouais. Non. D'accord. Caroline, observe maintenant les implications de la présence du Coxsackie-virus sur le plan métaphysique. C'est comme un amplificateur de fréquence. Il réagit comme un amplificateur de fréquence. Au niveau métaphysique. Voilà ce que j'observe. Tu veux développer? En fait, une symptomatologie peut être augmentée de manière exponentielle avec l'aide de fréquences extérieures calibrées sur ces fréquences. En fait, on peut les bouger à loisir, on peut augmenter le niveau de toxicité à loisir, ça permet de faire des tests. Autre chose? Non. Existe-t-il une relation entre les parasites intestinaux et les interférences causées par les parasites énergétiques? Dis-moi tout ce que tu vois à ce sujet. Oui, je vois des connexions entre les deux. Il y a des possibilités de pilotage, de pompage d'énergie, baisser les fréquences. Ça dépend les plans qui sont tissés. Ça dépend des objectifs qui sont à atteindre. Il y a une relation étroite qui n'est pas toujours identique en fonction des objectifs qui sont fixés. Autre chose? Non. D'accord. Nous en avons fini avec la partie fixe. Donc je vais te demander d'approfondir ce que tu as dit dans les premières questions. Tu m'as parlé de séquences reptiliennes dans l'ADN, fortement présentes. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Il y a des souches qui sont différentes. Il y a des souches reptiliennes, mais qui sont différentes en fonction de la taille et de l'ancienneté des parasites. Ça a pour objectif d'impacter les réactions émotionnelles, la modification des réactions émotionnelles par des intestins, et va se connecter en fréquence. La fréquence va se promener jusqu'au cerveau. Et ça permet de modifier l'humeur et le comportement du porteur de parasitose. Et l'humeur et le comportement vont être modifiés fortement ou moins fortement en fonction du dosage et du type de parasite et des séquences ADN
qui sont présentes en eux. Justement, qu'est-ce que tu peux me dire des différentes souches que tu peux observer? Quelles sont leurs différences? Je vais parler en termes de race supérieure et race commune. Les races supérieures ont plus de puissance dans l'expérimentation de la modification des émotions. C'est ce que je peux percevoir. Donc en fonction de ceux qui créent les souches? Oui. D'accord. D'accord, et elles auront un effet différent sur l'émotionnel jusqu'au cerveau. C'est ça. D'accord. Et tu as évoqué également un calque en surbrillance qui permettait en fait de ne pas voir l'ADN éthérique. Est-ce que tu peux me détailler un peu ça? C'est très fin et très ciselé. C'est comme une empreinte énergétique cachée. Et en fonction du niveau d'observation, si c'est sur le plan matière, comme c'est une empreinte énergétique cachée à un autre niveau, au plan matière, ça ne pourra pas être observé. Quels que soient les tests qui vont être faits. Tu as dit également que les fréquences n'étaient pas au même niveau. Oui, c'est ça. Sur le plan matière, il vibre à une fréquence qui est propre au plan matière. D'accord. Dans les autres plans, il y a d'autres types de fréquences et les fréquences n'ont pas besoin d'être élevées, qu'ils existent et qu'ils puissent se développer, se reproduire et évoluer. Et ce calque est présent pour tous les parasites tout le temps? Oui. Et quelle que soit la souche? C'est ça. Tu ne vois pas de différence en fonction des souches ou en fonction des parasites? Non, c'est le même système. D'accord. Du coup, l'ADN éthérique n'a jamais été observé? Non. Ok. Après, tu m'as parlé de la parasitose. Est-ce que tu peux détailler les façons de développer la parasitose? Le plus important pour développer la parasitose, c'est d'acidifier le terrain. Et pour développer une parasitose à grande échelle, c'est important d'affaiblir le plus possible le milieu dans lequel on souhaite développer une parasitose. Tous les moyens sont bons, qu'ils soient internes ou externes. Tu m'as parlé d'implantation de fréquences, d'élévation du stress, d'inversion du système nerveux. Oui. L'implantation de fréquences peut permettre également de générer des besoins chez l'être humain, des besoins de manger certains types d'aliments, de boire certaines boissons, de respirer certaines émanations. Et alors, quel type d'aliments? Principalement des aliments sucrés. Ok. Extrêmement sucrés. Et quel type de boisson? Des boissons très sucrées. D'accord. Et quel est l'effet du coup de l'absorption de ces aliments et de ces boissons sur les parasites eux-mêmes? Ça les régénère. Ça augmente leur énergie. D'accord.
Et par rapport à ça, tu me parles d'augmentation de l'acidité en permettant à l'organisme d'avoir davantage d'oxygène. Est-ce que ça permet d'agir? Parce que l'oxygène... L'oxygène permet à l'organisme de se régénérer à tous les niveaux. Parce que ça va impacter énormément la qualité des échanges intracellulaires. Est-ce que ça va suffire à diminuer l'acidité? Non, ça ne va pas suffire pour diminuer l'acidité. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va permettre de réduire l'acidité? Des préparations qui permettent de rééquilibrer le pH de l'organisme. Quel type de préparation? Des mélanges. De quel type? Des mélanges bien calibrés. Mais de quel type de substance? Avec du ClO2 par exemple. D'accord. D'accord. Et pour autant, l'oxygène ne suffit pas à réduire l'acidité? Non. D'accord. Tu m'as parlé également de la pleine lune. Est-ce que tu pourrais me détailler l'influence de la pleine lune sur les rythmes de reproduction? Oui. C'est un booster énergétique. D'accord. Alors pourquoi la pleine lune? Qu'est-ce qui fait que la pleine lune a cet effet-là, fréquentiellement? Parce que c'est en connexion idéale pour tout ce qui est reproduction à tous les niveaux. Tous les êtres vivants. Mais d'où vient le fait que la Lune émet ce type de fréquence, en fait? Ça a toujours été comme ça. Sur cette ligne temporelle? Oui. Mais c'est quoi? C'est une fréquence qu'émet la Lune naturellement? Oui. D'accord. Et tu ne perçois rien d'autre par rapport à cette spécificité de la fréquence lunaire? Non. Ok. Du coup, est-ce qu'il faut une action particulière au moment de la pleine lune pour agir sur la reproduction? Oui. Dans toutes les techniques, il vaudra mieux les faire au moment de la pleine lune? C'est très intéressant avant et après la pleine lune, oui, autour de Avant, la après? pleine lune. Oui. En termes de jours, qu'est-ce que tu perçois? Une fenêtre 3 jours avant, 3 jours après serait intéressante. D'accord. Et est-ce que on peut quand même agir sur cette mécanisme de reproduction en dehors de cette plage de 6 jours? Oui. D'accord, Ce ça sera moins sera, efficace? ce sera Pardon. différent au niveau des effets, mais oui, c'est tout à fait possible. D'accord. Donc ça ne se limite pas à cette plage-là. D'accord. Non. Ensuite, tu m'as parlé des maladies liées aux parasites intestinaux. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Sur les maladies, oui, liées aux parasites intestinaux. Tout ce qui est côlon est touché par ce type de parasite. D'accord. Tout ce qui est gros intestin, estomac. Tout ce qui est aussi au niveau des hémorroïdes. Ah, d'accord.
dans toutes ces maladies, on retrouve un problème d'acidité du corps? Déminéralisation, acidité. Quel lien fais-tu entre la déminéralisation et l'acidité? La déminéralisation, c'est par rapport aux parasites. Parasites qui se nourrissent des échanges entre les cellules. Ils vont casser les réactions chimiques à D'accord. l'intérieur du corps. Et par rapport à l'acidité? C'est très important lorsqu'il y a énormément de sucre présent dans l'organisme. Plus le taux de sucre est élevé, plus le terrain est acide. D'accord. Et donc favorise les maladies du coup? Oui. D'accord. Par exemple, le syndrome de l'intestin poreux. Mmh. Ce n'est pas la seule condition, le sucre, hein. Il y a d'autres aliments, modes d'alimentation qui sont présents pour déclencher ce type de maladie. D'accord. Et s'il n'y avait pas de parasites, est-ce que tu percevrais un excès d'acidité quand même? C'est possible, ça dépend de la gestion des émotions. S'il y a un très fort stress, c'est possible. Un D'accord, donc stress extrême. donc en fait là tu mets en avant l'acidité qui aurait une cause non parasitaire en fait? Oui. OK. Et par contre, s'il y a des parasites, y a-t-il toujours acidité? Oui. OK. Et perçois-tu, alors je veux dire, quel est le pourcentage d'êtres humains atteints par les parasites? Sur la planète, dans cette ligne temporelle? 83%. Donc il y a 17 des humains qui ne sont pas atteints par les parasites. Oui. Qu'est-ce qui, différencie ces 17? Ont-ils quelque chose en commun qui Oui. Ce sont des peuples primitifs ou issus de peuples primitifs. Oui? Ça a coupé un instant. Ce sont des peuples primitifs ou issus de peuples primitifs. D'accord, et qu'est-ce qui fait que du coup ils sont sans parasites? Leur mode de vie et pour certains, leur génétique également. Mode de vie, est-ce que c'est à rapprocher du sucre? Oui. D'accord. Le mouvement. La vie au grand air. L'alimentation proche de la nature. Les végétaux, l'eau de mer. Et surtout, le mouvement. Le mouvement, ça harmonise les énergies intérieures. Les énergies sont fortes. Les fréquences émotionnelles sont fortes. Le terrain est fort. D'accord. Et au niveau génétique, qu'est-ce que tu perçois? Avec une génétique ancienne. D'accord.
Les fréquences sont plus fortes pour empêcher les parasitoses. Et qu'est-ce que tu perçois de ce mécanisme fréquentiel, justement? Comment se fait le fait de repousser justement les parasites? Comment ça se joue au niveau fréquentiel? Je vois en fréquence une énergie sous forme de mouvements répétitifs. Ça balance, ça revient, c'est comme un mouvement de l'infini. Et en fréquence à tous les niveaux. Ce que je peux observer au niveau des génétiques, ça ressemble quand même à une sorte de 8. D'accord. Et dans les 83% de l'humanité qui ont des parasites, est-ce que tous développent des maladies dues aux parasites? Non. À quel pourcentage? 50%. 50, 51. D'accord, donc du coup, ça fait moins de la moitié de la population qui développe des maladies parasitaires finalement. Oui. D'accord. Et est-ce que les maladies développées sont plutôt graves ou plutôt bénignes, majoritairement? Non, plutôt des maladies chroniques qui vont, qui D'accord. viennent, qui durent, qui fatiguent. Et perçois-tu que l'origine des maladies est largement parasitaire? Oui. Toutes maladies confondues ou plutôt les chroniques? Non, toutes maladies confondues. D'accord. Tu as ensuite parlé des parasites du parasite. Et Oui. les mots étouffement et empoisonnement t'étaient venus. Est-ce que tu peux développer? C'est comme si le parasite, au niveau éthérique, avait les pleins pouvoirs sur le parasite dans la matière et pouvait jouer à sa guise le scénario qu'il souhaite. Et c'est ce qui crée cette forme d'étouffement, empoisonnement des fréquences. Et est-ce que tu peux me détailler un petit peu ce que sont ces coxsackie-virus? Comment ils se libèrent, par exemple? Se libère par paquet. D'accord. Et cette libération instantanément va créer un encombrement au niveau du système lymphatique. Et va étouffer les microsystèmes qui sont opérationnels au niveau des reins. Ça crée des gonflements, des rétentions d'eau dans les tissus. Est-ce qu'on retrouve là les phénomènes de détox? Une crise de détox?
Oui, c'est similaire à une très forte crise de détox. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'il est intéressant de faire à ce moment-là? C'est intéressant d'utiliser certains produits pour apaiser. Ou certaines fréquences qui vont apaiser. Alors, quel type de fréquence? Des micro-fréquences. D'accord. Micro-courant, par exemple? Oui. D'accord. Est-ce que il y a toujours ces réactions-là, d'étouffement et d'empoisonnement, quand il y a mort des parasites? Oui. Est-ce qu'un corps en bonne santé, qui aura un bon système lymphatique, peut gérer ça correctement, sans être déstabilisé? C'est important que le corps soit très bien oxygéné. D'accord. Pouvoir gérer cet afflux soudain. Du coup, est-ce que tu perçois que c'est vraiment nécessaire d'accompagner un déparasitage, justement, pour éviter des fortes détox, des Oui. fortes réactions? Oui, c'est très important. C'est très important d'accompagner une forte détox et les lavements sont importants. Ah d'accord. Et ça, quel que soit le mode de déparasitage? Oui. Il y a pas un mode de déparasitage, par exemple, qui créerait moins de la présence de Coxsackie-virus? Ça accompagne les lavements pour accompagner cette détox qui est très importante. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un mode de déparasitage qui limiterait la présence de Coxsackie-virus? Et certains modes de déparasitage ancestraux. Ah, lesquels? Si tu as un exemple? En utilisant des fréquences. Ah, attends, de quel type? Des micro-fréquences. Et ça pour là, tu le ranges dans les mécanismes ancestraux, c'est ça? Oui. D'accord. Ensuite, tu as observé sur le plan métaphysique la présence des Coxsackie-virus. Est-ce que tu peux développer? Tu m'as parlé de symptologie qui pouvait être notamment fortement augmentée. Avec des fréquences extérieures. Oui, ça fonctionne comme si c'était des capteurs et qui sont sensibles aux modulations de fréquences. D'accord. C'est comme un jeu de touches sur un piano. Quand on monte la fréquence, c'est très réactif et quand on baisse la fréquence, c'est moins réactif. Ça dépend de ce que l'on souhaite expérimenter. Ça dépend des objectifs qui doivent être atteints. Là, tu parles d'expérimentation interférente? Oui. Ok. Elles sont très présentes, ces expériences? Oui. Elles accompagnent la plupart du temps une interférence classique, avec des guillemets? Souvent. D'accord.
Et du coup, une fois que la conscience se libère, ça devient quoi? C'est explosif, ça détricote tous les systèmes à ce niveau-là. Plus la conscience est en fréquence, c'est mon espace, plus cette information est téléchargée dans le corps physique. Plus les interférences, quelles qu'elles soient, vont se dissoudre. Ce qui est important, c'est le niveau de la prise de conscience. D'accord. Et la création de la réalité dans son espace avec sa volonté. Donc on peut, dans son pouvoir créateur, au niveau du corps physique, agir sur ce type de déparasitage, en fait. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut déparasiter totalement le corps avec le pouvoir créateur au niveau du corps physique? Non, Alors non, c'est pas possible, ou non, ça ne se fait pas dans ce que tu observes là maintenant? c'est ça. Pas dans ce que j'observe maintenant. D'accord. Techniquement, ce serait possible? Oui, Pourquoi ça n'a pas été trouvé encore? Pourquoi ça n'a pas été fait dans ce que tu observes? parce que ça n'était pas la création qui était à faire. Ce n'était pas l'objectif. Ça dépend toujours de l'objectif à atteindre. Mais on peut décider et le faire hein, comme toute création, en fait. C'est ça. D'accord. Et du coup, avoir un impact également sur les maladies? Oui. Ok. Tu m'as ensuite parlé de la relation entre les parasites intestinaux et les interférences causées par les parasites énergétiques. Donc, tu m'as parlé d'une possibilité de pompage énergétique et de pilotage. Pourrais-tu m'en dire plus? Oui, ça dépend des objectifs et des plans qui sont en cours dans D'accord. l'espace interféré. Il est possible d'agir sur les parasites à un niveau très fin ou à un niveau global. Dans le corps physique? Oui, c'est ça. Et alors, quel va être l'objectif justement à atteindre dans le corps physique par ce jeu, cette action? Captation de l'énergie. Modulation des fréquences émotionnelles. Mmh. Ça peut être un des objectifs. D'accord. Et baisser les fréquences du corps physique Oui, pour se nourrir? Ok. oui. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose sur le lien entre les interférences et les parasites intestinaux? Non. Non? Ok. Alors, on va arrêter là. Caroline, déconnecte Oui. de tout et de tous. Déconnecte de tout et de tous. Tu reviens dans ton corps tranquillement. Tu mets la fréquence, tu installes la fréquence que tu souhaites installer et tu Oui. ouvres les yeux à ton rythme. Tout va bien. Oui, merci. Je te remercie pour cette investigation. Maintenant, je vais laisser place à Calogero Grifasi pour une vidéo explicative sur les tenants et les aboutissants de ce que sont les investigations. À bientôt et merci. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà
non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi
il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di
di un 3, di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale
caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.